Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au lycée Turgot, pour la 4e journée de la 4e édition des Printemps de l'économie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème d'actualité, la fraude fiscale. Alors un thème d'actualité, pourquoi ? Parce qu'il y a les Panama Papers, qui a révélé une importante fraude fiscale partout dans le monde, qui touche tous les continents. Alors pour parler de ce thème, nous avons avec nous tout d'abord Katia Wiedefeld. Bonjour. Vous êtes professeur de l'histoire du droit à l'École nationale de Chartres. Vous avez notamment écrit avec Alexis Spire l'impunité fiscale en 2015 sur la fraude fiscale. Jean-Marie Moignet, vous êtes professeur d'économie, bonjour, à Paris 1. Vous êtes chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne et vous êtes spécialiste de la question fiscale. Vital Saint-Marc, bonjour. Vous êtes associé du cabinet d'audit et de conseil RSM, responsable du département juridique et fiscal, et vous êtes président du club fiscal et de la commission fiscale de l'Ordre des experts comptables de Paris. Et enfin, pour terminer, Stéphanie Gibaud, bonjour. Vous êtes ancienne salariée d'UBS et lanceuse d'alerte. Vous avez joué un rôle décisif en dénonçant les pratiques d'évasion fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Je vais maintenant donner la parole à monsieur le journaliste de Figaro, Cyril. Allô, bonjour à tous. Je suis ravi d'animer cette conférence en si bonne compagnie. Je pense qu'on a d'intervenants assez passionnants sur ce sujet. C'est évidemment un sujet complètement d'actualité, qui tombe en pleine actualité brûlante, comme l'a dit notre étudiant, en plein scandale des Panama Papers. Je ne sais pas si vous auriez été aussi nombreux, peut-être que oui, sans ce scandale. Peut-être la question qu'il faudrait vous poser. Alors c'est un sujet qui est très très vaste. Il s'agit bien sûr de s'intéresser à la fraude fiscale proprement dite, comment des centaines de milliards, alors on pourra peut-être se mettre d'accord sur le chiffre, échappent chaque année au fisc, alors que les pays sont en proie à des vraies tensions budgétaires et que les citoyens honnêtes paient leurs impôts et que ça fait parfois mal. Donc c'est une question qu'il faudra se poser. Et puis donc la question aussi est de savoir comment on peut s'attaquer à cette fraude. Il y a vraiment évidemment la question de l'opacité des paradis fiscaux. C'est une question évidemment qu'on va aborder. La pression que peuvent mettre les politiques, mais que peuvent mettre aussi les citoyens, les lanceurs d'alerte comme Stéphanie Gibaud qui est avec nous, qui nous racontera son expérience et puis comment tout a basculé pour elle. Il y a aussi, en plus de cette partie fraude fiscale, une zone qui est plus grise, qui est la zone de l'optimisation fiscale. Et donc on est à la frontière entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas, la frontière entre la zone blanche et la zone grise. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir étudier là, pendant l'heure que nous avons devant nous. C'est ce qui permet à des grands groupes, souvent américains, les GAFA, les Google, Amazon et compagnie, de s'immiscer entre les mailles de la législation et souvent de manière légale, de faire échapper énormément d'impôts aux économies. Et donc on s'interrogera aussi sur la façon dont la numérisation de l'économie, le développement des sites internet rend de plus en plus compliqué cette traque et ce qu'il est possible de faire d'un point de vue légal. Voilà. Alors je vais peut-être commencer par donner la parole à Jean-Marie Moignet, qui est professeur d'économie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, pour essayer de comprendre pourquoi la situation est devenue aussi compliquée. Pourquoi on a l'impression que cette fraude fiscale s'accélère depuis des décennies ? À partir de quel moment ça s'est accéléré ? Dans quelle mesure le développement des sites internet, du numérique, complexifie le travail de ceux qui sont là pour traquer cette fraude ? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Je vais essayer rapidement d'expliquer ou enfin d'approcher ce qui s'est passé. La France est un vieux pays de fiscalité, un très vieux pays de fiscalité. Donc les questions, si vous voulez, de conflit autour de la fiscalité, elles sont anciennes, hein, vraiment très anciennes. Hein. On peut dire que notre fiscalité, c'est une accumulation, on peut le décrire comme ça, hein, une sorte de millefeuille qui s'est accumulée depuis un petit peu plus de 2 siècles, qui comprend des impôts de toutes sortes,
qui sont répartis entre les différentes administrations. Voilà. Les bénéficiaires de ce millefeuille, ce sont les administrations publiques, soit les administrations sociales, soit les administrations locales, soit l'État, et on a toutes sortes d'impôts. Et ça fonctionnait relativement bien, c'est-à-dire qu'approximativement, on avait une bonne couverture des dépenses par les recettes, sachant que l'impôt, c'est pas l'essentiel des recettes, c'est l'essentiel des recettes, mais ça ne couvre que 85% des recettes. Il y a autre chose comme recettes publiques. Ça marchait relativement bien jusqu'à la fin des années 70, grosso modo jusqu'à ce qu'on appelle la crise du Fordisme, la première crise qu'on a connue. Ça fonctionnait bien parce que tout simplement, ça dépendait de la bonne santé du capitalisme industriel national. Voilà. La règle fiscale comprenait ce qu'on appelle des règles de territorialité qui permettaient d'appréhender l'impôt, c'est-à-dire d'appréhender la base taxable, la richesse économique étant essentiellement créée nationalement. Donc même lorsqu'il y avait fraude, et bien sûr qu'il y avait fraude, il y a des gens qui franchissaient les frontières avec des mallettes d'argent, ça se faisait. Cette fraude, on peut quand même dire que pour le plus souvent, elle était d'origine nationale, même si elle s'exportait par exemple vers la Suisse. Ça a commencé à se dérégler avec l'émergence de la mondialisation, c'est-à-dire d'un univers économique à la fois économiquement mondialisé, avec des frontières qui ont plus ou moins disparu, et financiarisé. Qu'est-ce que ça a provoqué, la mondialisation ? Ça a tout simplement dispersé les lieux de production sur l'ensemble de la planète, de sorte que on est devenu incapable, ou en tout cas il est devenu de plus en plus difficile de repérer les lieux de création de la valeur et, élément supplémentaire, il est devenu possible, grâce à des montages juridiques, ou par exemple à l'utilisation de techniques telles que les prix de transfert. Voilà, je suis une grande multinationale étrangère, je détiens une marque, un savoir-faire sur la fabrication d'un produit. Eh bien, cette marque, pour qu'une entreprise, ma filiale étrangère, puisse l'utiliser, je vais lui facturer à un prix relativement élevé, ce qui me permet de faire en sens inverse, remonter les bénéfices. Et si je localise la firme détentrice des droits de marque, par exemple, dans un paradis fiscal, je fais remonter les bénéfices, non pas au lieu de production, mais dans le paradis fiscal. Voilà, donc c'est devenu relativement facile de déplacer comme ça les bases fiscales. Alors, un monde mondialisé de cette façon-là et financiarisé, parce que vous voyez que ça crée de la finance mobile, et donc des paradis fiscaux qui captent comme ça cette finance mobile. On en a entendu parler récemment, hein. Des paradis fiscaux, il y en a beaucoup, il y en a en Europe. Donc, il y en a pas mal en Europe, hein. En général, les paradis fiscaux sont localisés là où sont les centres de production les plus importants et là où il y a de la création de la valeur. Donc en Europe, il y a des paradis fiscaux. Avant Panama Papers, n'oubliez pas, LuxLeaks, c'est-à-dire le scandale de ce paradis fiscal qu'est le Luxembourg, situé en Europe. Mais il y en a aussi qui dépendent de la Grande-Bretagne, il y en a aussi qui dépendent un peu de la France. Hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc, si vous voulez, dans les années 80-90, comme ça, s'est développée une fraude ou de l'évasion, pour être plus exact, et plus souvent de l'évasion, parce que ça utilise des procédés en apparence légaux, mais dans les faits illégaux. Donc c'est plus souvent de l'évasion, et ça s'est développé dans les années 90, début des années 2000. Et puis maintenant, on a effectivement, vous avez entièrement raison, les nouvelles technologies qui permettent beaucoup mieux, qui permettent, je suis une entreprise qui travaille à l'étranger,
J'ai une activité en France, mais je n'ai pas d'établissement dans ce pays. Donc non seulement je n'ai pas d'établissement, mais en plus je peux ne pas payer l'impôt dans ce pays. Donc ça s'accélère. Est-ce que vous avez quelques chiffres à donner? C'est toujours un petit peu compliqué de ce que ça représente chaque année. Si vous voulez, par exemple, moi, je vais prendre un exemple. Vous voyez, je vous ai amené un petit truc. C'est le groupe de travail du Sénat sur la fiscalité dite sur, d'une part, le e-commerce, et puis l'économie dite collaborative. Alors je dis bien dite collaborative, puisque cette fiscalité dite collaborative aboutit en fait à créer des activités économiques le plus souvent détaxées. Eh bien voilà, par exemple, que dit le Sénat? Il dit sur le e-commerce, les marketplaces, Amazon, la Fnac, enfin bon, vous connaissez tous les grandes marketplaces. Le Sénat dit la chose suivante: il y a 715 000 sites qui vendent sur Internet en Europe. Ils ont l'obligation, dès lors qu'ils vendent en France, de s'immatriculer auprès de l'administration française. Vous savez combien il y en a qui sont immatriculés en France? 979. Voilà. En 2013, l'Union européenne a fait évaluer la fraude fiscale représentée que par la TVA dans l'Union européenne. Ce sont des petits chiffres qu'il faut avoir comme ça en tête, c'est intéressant. La fraude fiscale à la TVA, ça représente 168 milliards d'euros dans l'Union européenne. Pour la France, on serait aux alentours de 14-15 milliards d'euros. Et on cite généralement le chiffre, bon c'est un chiffre comme un autre, c'est difficile à chiffrer. On cite généralement pour la fraude fiscale globale en France le chiffre de 80 milliards. Vous voyez, c'est pas rien, 15 milliards d'euros de TVA fraudée. Et avez-vous l'impression qu'il faudrait créer des règles spécifiques pour les sites Internet? Je sais que le Sénat justement avait fait la proposition de prélever directement la TVA à la source pour éviter justement qu'elle ne s'échappe. Ah bah clairement, avec les nouvelles technologies, on est entré dans une nouvelle économie. Or, nous, on a conservé notre fiscalité de l'ancienne économie, avec, vous savez, des activités industrielles en France, bancaires, financières, et tout ça tourne en circuit fermé. C'est totalement inadapté. Les nouvelles technologies favorisent non seulement le développement d'activités non taxés, vous avez évoqué les GAFA tout à l'heure, ça c'est déjà vieux les GAFA, il y en a d'autres maintenant. Mais en plus, ça se répand sur l'ensemble de l'économie. C'est-à-dire que tout le monde utilise les moyens de l'économie numérique et donc tout le monde utilise les moyens de faire de l'évitement fiscal. Si vous voulez bien, on va utiliser ce terme un peu générique, de l'évitement fiscal. Parce que c'est la fameuse zone grise dont oui, c'est ça, exactement, de l'évitement fiscal. Donc les moyens, si vous voulez, ont augmenté, mais c'est parce qu'on est entré dans une nouvelle économie et il faut changer les règles fiscales. Or, pour l'instant, nos règles fiscales, elles évoluent pas bien vite, non seulement en France, mais en France parce qu'on est lié à des accords internationaux, d'abord avec l'Union européenne, et dans l'Union européenne, ça évolue très lentement. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Katia Weidenfeld, qui est professeure de droit à l'École nationale des Chartes. On avait parlé un petit peu, quand on s'est parlé avant cette conférence, des Panama Papers. Est-ce que vous avez l'impression que ça va faire changer quelque chose, ou bien qu'il y a une attention médiatique sur quelque chose qui cache un phénomène beaucoup plus vaste? Est-ce que c'est juste une goutte d'eau? Est-ce que cette attention médiatique, selon vous, va faire un petit peu changer les choses, ou on s'intéresse trop à ce sujet-là au détriment du panorama d'ensemble? Merci. Donc, je crois qu'en fait, il y a 3 niveaux de lecture sur les Panama Papers. Il y a un premier niveau de lecture qui est celui qu'on a donné généralement, qui est de dire que ce que révèlent ces Panama Papers, c'est qu'en fait, les paradis fiscaux, c'est pas du tout fini. On a pu croire que c'était fini, ou certains ont pu faire semblant de croire que c'était fini. En réalité, il y a toujours des paradis fiscaux, et ce n'est pas parce qu'un pays sort facialement de la liste des paradis fiscaux que ce n'est plus en fait
éventuellement un paradis fiscal. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui a été révélée et qu'on a aussi beaucoup dite, c'est que dans l'évasion fiscale, les banques jouent un rôle très important, et ce que révèlent les Panama Papers, peut-être un petit peu mieux que ce qui avait été dit jusqu'à maintenant, c'est que ces banques, ce ne sont pas seulement les banques suisses, c'est pas seulement HSBC, c'est pas seulement UBS, mais ces banques qui jouent un rôle très important dans l'évasion fiscale, ce peuvent être aussi des banques françaises. Voilà. Toujours dans le même ordre d'idées, les Panama Papers révèlent également que l'évasion fiscale, c'est un phénomène très large qui touche des profils très différents, des profils différents selon les nationalités, des profils différents aussi selon les secteurs d'activité. On voit que parmi les personnes physiques ou les entreprises qui ont été épinglées, il y a vraiment des zones d'activité très différentes. Il y a des footballeurs, il y a des hauts fonctionnaires, il y a des hommes politiques, il y a des grandes sociétés, donc il y a un petit peu de tout. Et on voit des profils très variés avec des sommes en jeu qui sont aussi très variées. Alors ça, c'est le premier niveau de lecture qui est finalement de voir dans les Panama Papers un révélateur de ce qu'est l'évasion fiscale. Et on peut dire, à la limite, que ce premier niveau de lecture, tout le monde le savait, ou presque, enfin tous les gens qui s'intéressent à l'évasion fiscale savaient qu'il en va ainsi. C'est simplement une révélation de ce que l'on ne pouvait pas ignorer. Il y a un deuxième niveau de lecture qui est de se demander si finalement ces Panama Papers, c'est une bonne nouvelle pour la lutte contre la fraude fiscale. Est-ce que grâce aux Panama Papers, on va faire un pas en avant dans la lutte contre l'évasion fiscale ? Alors sur cette deuxième question, on entend un petit peu des réponses variées. Et là, vous avez un point de vue original. Je suis assez sceptique, moi, pour ma part, sur cette deuxième question. Pourquoi est-ce que je suis sceptique, en tout cas pour ce qui est de la France ? C'est quelles vont être les suites données à ces Panama Papers ? Quelles vont être les suites données aux révélations qui ont été faites quant à l'existence et même quant à la désignation d'un certain nombre de fraudeurs ? Alors, on a tout de suite dit... Le gouvernement et le ministère de la Justice ont tout de suite dit on va lancer une instruction. Le parquet national financier ouvre une instruction contre notamment la Société Générale. Il y a tout de suite une action judiciaire qui se met en place. Ce qu'il faut voir, c'est que la partie de la justice qui est destinée à poursuivre, c'est-à-dire à demander des sanctions pénales, à demander une vraie répression contre la fraude fiscale, est une petite partie. Le parquet national financier, c'est une vingtaine de personnes. La police fiscale, donc le service d'enquête spécialisé de la police fiscale, c'est une cinquantaine d'enquêteurs. Donc ce sont des tout petits services. Et ces services vont se trouver confrontés finalement à un dilemme. Soit ils décident de poursuivre un maximum de personnes liées aux Panama Papers. Ils poursuivront de toute façon pas tout le monde. Donc ils vont peut-être en poursuivre 50, 100, donc ils poursuivront ces personnes. Il y en aura 900 autres qui ne seront pas poursuivis, on en reparlera tout à l'heure, mais s'ils poursuivent les 50 ou 100 personnes qui leur paraissent les plus emblématiques dans les Panama Papers, ça veut dire que leurs capacités d'enquête, leurs capacités répressives seront complètement utilisées par les Panama Papers. Et donc on risque de voir se développer ce qui s'est passé après les révélations HSBC, c'est-à-dire que pendant 2 ans, 3 ans, toutes les capacités d'enquête des services spécialisés dans la lutte contre la fraude fiscale vont être exclusivement dirigées contre cette évasion-là, alors qu'on sait très bien que cette évasion-là n'est finalement qu'une manifestation d'une évasion multiforme qui est dirigée, comme on vient de le voir, vers différents paradis fiscaux, même européens. Une fraude fiscale qui n'est pas seulement liée d'ailleurs à l'évasion vers des paradis fiscaux, une fraude fiscale qui est également une fraude fiscale en interne, qui est liée par exemple à l'exploitation des niches fiscales, donc de mécanismes internes. Et donc, première branche, première possibilité pour les institutions françaises, judiciaires ou fiscales, ça va être de poursuivre prioritairement ces criminels ou ces délinquants-là et de laisser sur le carreau toutes les autres formes d'évasion fiscale. En sachant que de toute façon, toutes les personnes qui ont été révélées comme étant des fraudeurs dans le cadre des Panama Papers ne seront pas poursuivies. De toute façon, il n'y en aura que peut-être 10% au grand maximum qui pourront être poursuivis. Et que va-t-il se passer pour les autres ? Pour les autres, le plus probable est que sera ouverte une cellule de régularisation, comme ce qui s'est passé pour HSBC, c'est-à-dire qu'on dira
à ces fraudeurs. Si vous le souhaitez, si vous en avez envie, si vous ressentez le besoin de vous mettre en accord avec votre conscience, venez voir le fisc, payez ce que vous devez, ou un petit peu moins même que ce que vous devez. Et ça a très bien marché pour les fraudeurs qui étaient installés en Suisse jusqu'à maintenant. Il y a énormément de dossiers qui sont déposés. Il y a énormément de dossiers qui sont déposés, beaucoup plus d'ailleurs que l'administration fiscale ne peut en traiter. Et donc c'est un apport pour les finances publiques très intéressant. Et donc tout le monde s'en réjouit, le ministre des Finances s'en réjouit parce que ça permet de faire rentrer de l'argent. Mais en même temps, pour la lutte contre la fraude fiscale, quel est le message qui en dérive? Le message qui en dérive, c'est que vous avez fraudé le fisc, c'est pas bien, mais vous pouvez racheter votre vol, puisque c'est quand même une forme de vol, en rendant une partie de ce que vous avez dérobé. Donc c'est une manière de montrer, d'afficher, d'affirmer que la fraude fiscale n'est pas traitée comme un délit à part entière. La fraude fiscale est traitée comme un acte qui est préjudiciable aux finances publiques, mais ce n'est pas un délit qui appelle une sanction pénale. Je comprends votre point, mais est-ce qu'on peut quand même pas observer que l'étau est quand même en train de se... Est-ce qu'on peut dire que l'étau est en train de se resserrer sur les paradis fiscaux, qu'il reste de moins en moins de recoins possibles sur la planète, qu'on est en train quand même de les... petit à petit de les coincer, et qu'on peut imaginer qu'à terme, il n'y en ait pas, ou ça c'est être complètement naïf que de dire ça? À terme, je ne sais pas, à très long terme peut-être, mais en tout cas à court terme, on voit bien que là, dans ce que je disais de l'alternative qui va se poser pour les services de l'État, c'est plutôt le risque qui peut advenir, c'est que les autres paradis fiscaux deviennent des niches tout à fait valables, puisque nos services seront accaparés par le Panama, éventuellement le Luxembourg. Vous pensez à quel pays par exemple? À quel type de paradis? On peut penser à des paradis américains, on peut penser à... je pense que l'imagination ne manque pas, il y a beaucoup de paradis qui pourraient servir de substitution au Panama et vers lesquels on n'irait pas chercher les fraudeurs. Donc ça, c'est le deuxième niveau de lecture des Panama Papers, c'est que soit les services fiscaux vont décider de se concentrer sur ces fraudeurs-là et autoriser le développement des autres paradis fiscaux, soit les services fiscaux vont au contraire laisser cette information en jachère, et donc le message sera désastreux, ce sera de dire que même s'il y a un lanceur d'alerte, même si quelqu'un vient révéler l'utilisation de paradis fiscaux, quelle est la réponse institutionnelle? Finalement, aucune. Oui. Non, alors, est-ce que pour autant, il faut dire que finalement, ces Panama Papers, c'est un coup d'épée dans l'eau? Est-ce qu'il faut penser que les Panama Papers n'ont aucun intérêt dans la lutte contre l'évasion fiscale? Je ne crois pas non plus. Je pense qu'il peut y avoir un grand intérêt, qu'on peut saisir une grande opportunité avec ces Panama Papers, notamment sur un point, parce que là, on a un échantillon très large de fraudeurs fiscaux qui proviennent de tous les États, qui proviennent d'États avec des fiscalités extrêmement différentes. Et donc là, on a dans cet échantillon un vivier, une connaissance de ce qu'est la fraude fiscale, et notamment de ce qui pousse à la fraude fiscale. Parce qu'on voit dans ces fraudeurs du fisc qu'il y en a qui viennent de pays dans lesquels la fiscalité est considérée comme assez lourde, comme la France, mais il y a aussi des fraudeurs qui viennent de pays pour lesquels la fiscalité n'est pas considérée comme très lourde. Et donc, on peut se demander à travers ces Panama Papers s'il n'y a pas lieu de revisiter l'hypothèse ou le lieu commun qu'on entend très souvent, qui est que la fraude fiscale est finalement une réponse à un impôt confiscatoire. Si les gens vont vers des paradis fiscaux, c'est parce qu'ils veulent échapper à un impôt confiscatoire, en France notamment. Quand on voit qu'il y a autant de fraudeurs dans la liste des Panama Papers français que de fraudeurs belges, on peut se demander s'il ne faut pas revenir sur cette idée-là et s'interroger sur ce que sont les vraies motivations de l'évasion fiscale. Est-ce que c'est avant tout de frauder le fisc ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres motivations? Je voulais avoir votre regard sur l'action de l'Europe en matière de lutte contre la fraude fiscale. Pierre Moscovici, le commissaire européen à l'économie, a annoncé ce matin, j'essaie de ralentir le débit, qu'il était en faveur d'une directive européenne qui oblige les grands groupes à publier leur activité, leurs impôts, leurs chiffres d'affaires dans chaque pays de manière à ce qu'il y ait plus de transparence. Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens? Et globalement, est-ce que l'Europe fait ce qu'il faut pour lutter contre la fraude et l'optimisation fiscale? Alors cette résolution, évidemment, cette volonté de faire payer l'impôt là où le chiffre d'affaires ou le bénéfice est produit, c'est une résolution qui va dans le bon sens. Je ne vais pas dire que ça ne va pas dans le bon sens. Maintenant,
c'est un petit peu comme toujours quand on parle de droit, le diable se cache dans les détails, il faut voir la façon dont ça va être mis en œuvre. Le principe qui est retenu, c'est un principe qui ne vise pas l'ensemble des entreprises, mais qui vise seulement certaines entreprises. Et il y a fort à parier que les entreprises qui sont des grands groupes, qui sont des entreprises qui sont bardées d'avocats, sauront se restructurer, sauront se réorganiser pour passer entre les mailles de ce qui est demandé, et donc pour échapper à une application trop généralisée. Autre élément, ce qui est prévu, c'est une transparence, mais une transparence qui est effectuée au profit des administrations. Jusqu'à maintenant, en tout cas en France, il a été tout à fait exclu que cette transparence soit une façon de porter sur la place publique les résultats des grands groupes, donc c'est une transparence vis-à-vis de l'administration. C'est très bien de publier des informations, c'est comme c'est très bien ces informations qui viennent des Panama Papers ou autres, mais il faut encore qu'il y ait quelqu'un derrière pour les lire. Or, on voit que ce qui est fait concomitamment à cet effort pour accroître la transparence dans les différents États européens, particulièrement en France, mais c'est vrai aussi ailleurs, c'est une diminution des agents des services fiscaux. En France, depuis 15 ans, il y a eu plus de 30 000 suppressions de postes au sein de la Direction générale des finances publiques. Donc, plus de transparence, plus d'information, oui, mais si ensuite cette information n'est pas traitée, pourquoi faire ? Oui, c'est un point fondamental. Je voulais donner la parole maintenant à Vital Samar, qui est associé chez RSM. On peut peut-être avec vous faire des points un petit peu techniques, éclairer un petit peu les notions clés qu'on a abordées, et peut-être poser la question qui a été souvent posée ces derniers jours, de savoir si une activité logée dans un paradis fiscal est forcément illégale, ou bien est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait créé tant d'écrans pour créer des activités qui, dans le fond, n'aient pas de problème avec la loi. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'accord. Juste au départ, je vais essayer d'articuler, monsieur. On a la pression maintenant. Oui, j'ai la pression là, oui. Donc, pour commencer, j'aimerais juste faire un petit point sur la notion de fraude fiscale. Donc, on en parle et on a un peu, j'ai l'impression que les gens pensent qu'en France, on est un peu fraudeurs. Et j'aimerais m'inscrire en faux. D'après l'administration, il y a 97% des Français qui déclarent spontanément l'impôt sur le revenu et 98% des Français qui le paient spontanément. Donc a priori, on n'est pas un réel pays de fraudeurs. Et si on veut bien faire quelques droits à la Cour des comptes, en 2012, elle a rendu un rapport sur 15 années de contrôles fiscaux et on apprend dans ces rapports qu'il y a environ 52 000 contrôles que l'on appelle sur place, c'est-à-dire on vient contrôler les comptes des entreprises et des particuliers. Donc sur ces 52 000 contrôles, il y a 48 000 qui touchent les entreprises et 4 000 qui touchent les particuliers. Donc sur l'ensemble de ces contrôles, il y a 1000 poursuites pour fraude fiscale. 1000, c'est-à-dire 2%. C'est sûrement trop. Mais ce que je veux dire, c'est que la grande majorité des Français ne fraudent pas. Ça, c'est la première des choses. Alors, pour revenir donc à ce que vous disiez, donc est-ce que dans les pays, dans les paradis fiscaux, il n'y a que des entreprises donc de fraudeurs, c'est ça ? Non, absolument pas. D'abord, il faut savoir que même si c'est un paradis fiscal, donc il y a une zone de chalandise dans ces paradis et qu'il y a des entreprises françaises ou autres d'autres pays qui peuvent être intéressées pour pouvoir donc commercer avec ces pays-là. Donc l'administration fiscale française le sait très bien et depuis excessivement longtemps. Quand je dis longtemps, c'est depuis les années 50, où on a autorisé les entreprises donc, françaises à s'implanter dans les pays donc, à fiscalité privilégiée, notamment pour pouvoir développer le commerce local. Donc ce n'est pas du tout interdit. D'accord ? Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que dans l'affaire des Panama Papers, il y a bien évidemment des fraudeurs, mais il y a également des gens qui ne cherchent pas à frauder le fisc, parce que comme disait madame, il n'y a pas de fiscalité dans certains pays, ou très peu, donc ils cherchent plutôt à cacher de l'argent. Ce sont deux choses bien différentes. C'est-à-dire que bien souvent, les paradis fiscaux sont à la fois des pays dans lesquels la fiscalité est fort peu importante, mais il y a également des... Ça ne fonctionne pas bien. Voilà. Donc ce sont également bien souvent des paradis bancaires, d'accord, dans lesquels on peut cacher donc, les fonds. Donc, dans ces pays-là, il n'y a pas que des entreprises de fraudeurs. D'ailleurs, dans tous les livres de fiscalité, on apprend, et depuis tout le temps, ce que c'est qu'une société offshore. Ça a toujours existé, ça n'a jamais été interdit. Ce qui est interdit, ce n'est pas le fait d'aller mettre une société là-bas. Ce qui est interdit, ou ce qui est
pénible pour l'administration, ce sont les titres porteurs, c'est-à-dire il y a des entreprises qui sont implantées dans des pays à fiscalité privilégiée. Lorsque l'on sait qui se cache derrière les entreprises, c'est pas forcément très grave. On arrivera peu ou prou à les imposer. Là où ça pose un problème, c'est lorsqu'en fin de compte, ces sociétés sont détenues par des personnes par l'intermédiaire de prête-noms, dont l'administration n'a absolument donc aucun moyen donc de trouver l'identité. C'est ce qui pose un problème. Et il y a encore quelques années de ça, dans les paradis fiscaux, il y avait systématiquement des titres porteurs. Et les paradis fiscaux sont peu à peu entrés dans le rang et donc ont abandonné la notion de titres porteurs. Et il reste le Panama. Le Panama était encore un pays dans lequel il y avait des titres porteurs, dans lequel on pouvait se cacher derrière donc un amoncellement de sociétés, voire de prête-noms. C'est ce qui pose un problème dans les Panama Papers. Moi, ce qui m'attire, enfin ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans tous les noms qui ont été divulgués, je pense que tous les noms n'ont pas été divulgués, je n'ai pas vu un seul Américain. Ça m'étonne. Donc c'est un pays de gens qui ne fraudent pas, les États-Unis. C'est étonnant. Hein, voilà. Alors qu'il y a des Français, il y a des Russes, hein, il y a des Syriens, on se demande bien ce qu'ils peuvent aller cacher comme fiscalité, mais il n'y a pas d'Américains. Est-ce que vous pouvez bien nous expliquer la différence entre la zone blanche et la zone grise, entre l'optimisation fiscale et l'abus de droit? Comment on passe de l'un à l'autre? Tu peux nous expliquer un petit peu ça? Je vais essayer. D'abord, il faut savoir que dans la fiscalité française, Rosin disait qu'on est un vieux pays de fiscalité, je suis tout à fait d'accord avec lui, donc il y a deux fautes qui sont très importantes en fiscalité. La première faute, la plus grave, on est dans un pays de fiscalité déclarative, la première faute, c'est de ne pas déclarer les impôts. Ça, c'est particulièrement réprimé par l'administration. Le fait de ne pas payer l'impôt, c'est pas bien, mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est de ne pas le déclarer. Et la deuxième faute, donc, c'est de frauder les impôts. Alors, la fraude, il faut quand même bien comprendre que, d'abord, personne n'est censé suivre la voie la plus imposée. Lorsqu'il y a deux voies qui s'offrent à nous, on peut très bien choisir la voie qui nous paraît être la moins imposée, à la condition qu'il s'agisse d'une voie tout à fait ouverte et normale. Là où il y a fraude, c'est lorsqu'en fin de compte, on emprunte un chemin qui n'a pas été prévu par le législateur. Alors il y a plusieurs types de fraude. La première fraude, c'est de ne pas payer les impôts. Donc on a entendu un ancien ministre, qui était ministre pendant très peu de temps, qui n'avait pas déclaré ses impôts. On peut considérer qu'il s'agit de la fraude si c'est répété. La personne qui ne déclare pas donc régulièrement ses impôts, on peut considérer qu'elle tente de frauder l'administration. Et puis il y a des fraudes qui sont beaucoup plus élaborées. Les fraudes beaucoup plus élaborées, c'est lorsqu'en fin de compte, on met en place donc des cheminements souvent juridiques dans le but d'éluder l'impôt. C'est-à-dire, je ne me suis pas trompé, je n'ai pas fait une erreur. En fait, j'ai organisé les choses dans le but de payer le moins d'impôts possible sans respecter la loi. Et là, je veux dire une chose, c'est qu'un des responsables de tout ça, c'est quand même le législateur fiscal français. Parce qu'il suffit de prendre en main le Code général des impôts. Déjà, pour se repérer à travers donc, les numéros d'articles, il faut être fort. Hein. Pour savoir si le 151 septies est avant le 151 haut, déjà, il faut être assez fort. Donc, c'est assez difficile de lire le Code général des impôts. C'est un amoncellement de textes, et souvent de textes qui sont peu lisibles. Et c'est une des sources de la fraude, puisque il y a fraude lorsque on prend une voie qui n'a pas été autorisée. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, quand on lit le texte, on peut être amené à avoir un avis différent de celui des législateurs. Ce qui veut dire que le texte est bien souvent mal rédigé. S'il était bien rédigé, il n'y aurait qu'une possibilité. Donc, pour revenir à ce que vous me disiez, il y a fraude lorsqu'en fin de compte, alors je vais prendre un exemple qui est c'est connu de l'abus de droit. Donc l'abus de droit, c'est une grosse faute fiscale française. On va dire que c'est après le fait de ne pas déclarer, c'est la deuxième faute. Il y a abus de droit lorsqu'en fin de compte, soit on décide, on est un menteur, c'est-à-dire que l'on utilise un texte, enfin on utilise un contrat dans le but de cacher sa propre intention. L'exemple très très connu et qui est très vieux, c'est le fait donc d'utiliser donc un contrat de cession pour cacher en fin de compte une intention de donation. La cession étant moins imposée que la donation, donc on fait croire que l'on fait donc une vente, mais en fin de compte, on fait une donation. Ça, c'est de la fraude. La deuxième type donc, de fraude d'abus de droit, alors là, c'est la faute de l'intelligent. C'est celui qui utiliserait un texte dans le seul but d'éluder l'impôt. Autrement dit, j'utilise un texte qui m'est favorable, mais ce faisant, je
je contourne l'intention qui était celle du législateur, ce qui veut dire que le texte n'est pas très clair et qu'en fin de compte, j'ai choisi une voie qui n'était pas la bonne. Donc ça, c'est une faute de la fraude fiscale et c'est une faute qui est particulièrement réprimée. Monsieur Monnier, vous ne sembliez pas tout à fait d'accord sur le lien entre la complexité des textes et l'optimisation fiscale, en tout cas la capacité des entreprises à profiter de cela. Oui, pardonnez-moi, ici je suis peut-être le seul à avoir fait du contrôle fiscal. J'ai été 10 ans inspecteur des impôts, vérificateur. Donc je vérifiais les entreprises. Avant d'être professeur des universités en économie, pardonnez-moi, hein, on peut avoir un passé, en plus c'était à Pigalle, Blanche-Clichy, vous imaginez le type d'entreprise que je vérifiais. C'est un quartier que j'adore. Simplement, on a une image du code en France qui est le code Napoléon, vous voyez, qui est un projet politique. Le code général des impôts, le code du travail, c'est pas un projet politique, c'est une armoire. C'est simple. Et donc on a organisé le code par type de texte. Donc vous avez une première partie qui est la partie loi, et puis ensuite vous avez une autre partie qui correspond à des niveaux réglementaires, voire éventuellement à des positions de l'administration, etc. Et en plus, on a mis de côté tout ce qui concerne les procédures. Il y a le livre des procédures fiscales. Ça donne un machin assez énorme. Et en plus, il se trouve que le droit fiscal français emprunte au droit anglo-saxon, puisqu'il est aussi très jurisprudentiel. Donc vous avez des textes de loi réglementaires organisés par le niveau de réglementation, puis en plus vous avez de la jurisprudence. Alors vous imaginez le foutoir, c'est vrai que pour les professionnels, bon, ça fait beaucoup de choses. Et alors, quand on n'est pas professionnel, c'est encore pire, hein, pour s'y retrouver, c'est assez compliqué, mais moi, bon, voilà, il faut connaître hein, ce code général des impôts, c'est une armoire c'est simple. Voilà, c'est relativement simple. Divergence de point de vue. Oui, je vous en prie. Juste pour terminer sur la... Je reviens pas sur ce que vous dites, mais juste pour terminer, et pour essayer de raccrocher ça à une autre actualité. Donc, bon, la fraude, on est d'accord, c'est pas quelque chose de bien, et l'administration fiscale française, donc, essaie de poursuivre les fraudeurs. Elle a bien raison. Sauf que, si on regarde l'actualité, il y a une chose qui m'interpelle, c'est l'affaire Cahuzac. Pour reprendre donc l'affaire Cahuzac, il faut savoir que M. Cahuzac donc, a été convaincu de fraude fiscale et donc a reçu une amende fiscale. D'accord ? Et donc là, les avocats de M. Cahuzac ont posé donc une question prioritaire de constitutionnalité pour expliquer qu'en fin de compte, lorsque l'on avait subi donc une peine fiscale, on ne pouvait pas être poursuivi ailleurs au niveau pénal. Ce qui pose demain, alors on verra hein, donc, ce que dira le Conseil constitutionnel, pardon, on verra ce qu'il dira, mais si jamais donc, il faisait droit donc, à la demande donc, des avocats de M. Cahuzac, ça poserait donc un fort problème à l'administration fiscale pour pouvoir, après, poursuivre des fraudeurs. Je vous donne un exemple. Je sais que j'ai fait quelque chose de pas très bien. L'administration vient me contrôler. Monsieur vient me contrôler il y a quelques années. Donc il vient me contrôler et puis, oui, en effet, je reconnais qu'en fin de compte, j'ai péché. Hein, j'ai vraiment péché. Et donc dans la graduation des amendes, des pénalités que peut donner l'administration, il y a l'absence de pénalité, une pénalité de 10%, donc ça c'est la bonne foi, c'est l'erreur. Il y a 40%, on dit absence de bonne foi. C'est pour dire on a un pied dans la fraude. 80%, c'est main-d'œuvre frauduleuse. Là, on a les deux pieds dans la fraude et normalement, on est poursuivi au niveau pénal. Donc, je demanderai à l'administration, j'accepterai assez volontairement qu'elle me mette une amende de 42%. Comme ça, dans ces cas-là, ça serait plus de la bonne foi et j'aurais supporté donc une peine fiscale et je ne pourrais plus être poursuivi au pénal. Voilà. Donc ça, c'est le risque donc, qu'il peut y avoir, à mon avis, hein, donc avec la question prioritaire de constitution qui a été posée donc, par les avocats de M. Cahuzac. Mais peut-être que des personnes plus compétentes que moi donc, en droit pourraient avoir un avis différent. Voilà. Peut-être un petit peu après, pendant les questions, peut-être je vais maintenant donner la parole à Stéphanie Gibault. Comme vous le savez, de nombreux scandales qui ont éclaté ces dernières années, UBS, HSBC, et maintenant les Panama Papers, ont eu pour origine au départ un lanceur d'alerte. Il est probable que ces lanceurs d'alerte aient un rôle de plus en plus important dans
dans le futur. Donc là, c'était une dimension de la lutte contre la fraude qui est beaucoup plus incarnée, beaucoup plus humaine, avec Stéphanie Gibaud. Je voulais peut-être vous demander, très clairement, pour les gens qui ne connaissent pas forcément votre histoire, nous expliquer un petit peu comment vous vous êtes rendu compte de ce qui se passait chez UBS. Vous êtes une ancienne salariée d'UBS. Quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que vous avez suivi comme processus? Et ensuite, comment vous avez été traité? On m'entend? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en 2008, moi, ce terme lanceur d'alerte, j'en avais absolument jamais entendu parler. Je crois qu'il est devenu dans le langage courant en France depuis la loi du 6 décembre 2013, justement suite à l'affaire Cahuzac. Monsieur Cahuzac, qui, pour le rappeler, avait ses comptes chez UBS à Genève. Donc moi, j'étais responsable marketing et communication de la banque UBS à Paris. J'étais en permanence à l'extérieur de l'entreprise, puisque mon métier était de nouer des partenariats avec des maisons de luxe pour organiser des événements, des plateformes événementielles, VIP, pour inviter les clients de la banque. Donc, je n'ai jamais été banquier, je n'ai jamais travaillé dans un middle office, un back office, et par définition, en 2008, quand j'ai tiré un fil et que j'ai découvert ce que j'ai découvert, j'étais complètement novice. Ce qui s'est passé, c'est qu'en juin 2008, il y a une perquisition à Paris dans le bureau du directeur général, et que suite à cette perquisition, ma supérieure hiérarchique est venue me demander de détruire une partie de mon disque dur, une partie des... Alors, une partie de mon disque dur, c'est tous les fichiers que j'avais qui correspondaient au nom des clients que j'invitais sur ces événements, avec un certain nombre d'informations relativement personnelles sur ces clients, et le nom de leur chargé d'affaires. Leur chargé d'affaires était soit à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, c'est-à-dire là où nous étions implantés en France, mais également à l'étranger, alors essentiellement en Suisse, mais ça pouvait être aussi au Luxembourg, en Belgique, à Monaco ou ailleurs. Et comme j'étais en train d'organiser un tournoi de golf avec mes collègues de Genève, j'ai absolument pas compris ce qu'on me demandait. J'étais surtout très inquiète de savoir pourquoi il pouvait y avoir une perquisition chez le directeur général. Et on est venu me demander à plusieurs reprises si j'avais bien exécuté cet ordre. Et on m'a aussi demandé de détruire toutes mes archives papier. On rappelle que ce qui est reproché à UBS, c'est à la filiale suisse d'avoir démarché des clients français pour organiser leur évasion fiscale. C'est ça qu'on vous demandait de détruire comme information. En tout cas, c'était des informations qui étaient liées à cette problématique-là. Absolument, c'est-à-dire que mon métier permettait de mettre en relation des clients français fortunés, ce qui me semble pas avoir entendu, mais excusez-moi, peut-être je dormais tout à l'heure, mais l'évasion fiscale, ça concerne quand même les clients très fortunés. Je n'ai pas vu de clients à la banque qui gagnaient 1 000 ou 2 000 ou 3 000 euros par mois ou qui étaient salariés. L'évasion fiscale se fait uniquement sur des gros patrimoines importants ou des multinationales, où on peut le voir aussi avec l'affaire des Panama Papers sur des trafiquants de tout genre. Pardon, j'ai oublié la question. Oui, comment vous avez compris à travers ces documents tout ce que la filiale suisse d'UBS était en train d'organiser? Alors, en fait, justement, c'était un choc énorme pour moi de comprendre que j'avais été mise en risque par mon employeur, puisque moi, je travaillais avec ces chargés d'affaires suisses depuis mon arrivée à la banque. La banque avait ouvert 8 ans auparavant en France, et j'ignorais bien évidemment que leur présence en France pour vendre des produits offshore aux clients n'était pas autorisée, puisque par définition, j'étais toujours là à l'extérieur de la banque pour vendre l'image de l'entreprise, les fameux trois clés et le logo de la banque. Donc j'ai tiré un fil, j'ai posé des questions, je suis allée voir des banquiers, des commerciaux, et à l'époque il y avait beaucoup de pression parce qu'il y avait cette affaire aux États-Unis où UBS risquait sa licence. Et les commerciaux que j'ai rencontrés m'ont dit qu'effectivement ils étaient mis en risque pénal parce qu'on les forçait, la direction de la banque les forçait à travailler avec leurs alter ego, notamment en Suisse.
et que quelque part ils étaient concurrents avec leurs collègues suisses, puisque sur un client, il y avait plusieurs chargés d'affaires de plusieurs pays. Il faut savoir qu'un banquier, avant tout, c'est un commercial qui a des objectifs à atteindre à la fin de l'année. Donc, très clairement, si vous vendez des voitures, vous avez X voitures à vendre. Pour les banquiers, c'est pareil. Ils ont un certain nombre de clients à démarcher, de comptes à ouvrir et de ce qu'on appelle net new money, donc d'argent frais à collecter. Donc moi, je découvre que je suis mise en risque et je découvre effectivement que cette banque organise l'évasion fiscale de citoyens français et que ça passe par mon métier qui n'est pas un métier bancaire. Donc je me suis surtout posé la question de savoir quelle était ma responsabilité à partir du moment où j'apprenais ça. Et la seule chose que j'ai su faire, c'est me tourner vers l'inspection du travail, à la grande surprise de beaucoup de gens que je rencontre. Et l'inspection du travail m'a demandé de porter plainte contre UBS, ce que j'ai fait donc au parquet en 2009. Et donc j'en suis à ma 9e année maintenant de combat contre cette banque. Voilà. Comment les choses se sont-elles retournées contre vous dans cette entreprise? Comment les choses ont basculé professionnellement pour vous, puis personnellement? Vous pouvez nous expliquer cet enchaînement difficile? Oui, un enchaînement très compliqué, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai refusé de détruire ces données, il est bien évident que je devenais la femme à abattre, hein, le mouton à 5 pattes. Donc ça a été harcèlement, placardisation, isolement. Moi qui avais un métier où j'étais toujours à l'extérieur, on m'a supprimé mon assistante, on m'a supprimé ma stagiaire. Donc en gros, je suis restée à la banque pour faire qu'un métier très administratif qui n'était plus dans mes compétences. Après, on a donné mon poste à une jeune femme dont le plus grand des mérites était avoir des parents clients de la banque à Genève. Donc je suis devenue la subalterne. Après, on m'a mutée pour être responsable des hôtesses de la banque sur l'accueil clientèle. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour me supprimer. Ça a duré plus de 3 ans. Et je suis sortie de la banque en février 2012, donc il y a plus de 4 ans maintenant, où je tenais à peine debout. Mais je crois qu'on est arrivé au bout de ce débat. Le débat était très large, le champ de réflexion était très large. On n'a pas pu aborder tous les sujets, mais j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans ce sujet extrêmement complexe. Merci, au revoir.